C'est l'une des plus grandes observatrices de la vie politique, celle qui dissèque le mieux peut-être ce que sont ces femmes et ces hommes qui nous dirigent, Catherine Ney. Secret de vie. Vous publiez cette galerie de portraits, on va en parler dans quelques instants, dont vous dites à l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandise aux éditions Bouquin. Ça va de Balladur à Jean-Marie Le Pen, en passant par Roland Dumas et bien d'autres, le fils du général de Gaulle. Mais d'abord un mot sur le climat politique aujourd'hui. Cette loi sur l'immigration crée une crise politique réellement à laquelle Emmanuel Macron n'est pas préparé. Mais il n'y est pas préparé parce qu'il n'a pas vu que... À l'origine, je crois qu'il n'a pas vu que, en ne faisant pas campagne, ni pour la présidentielle, ni en demandant aux Français de lui donner une majorité, il a cru que ça se ferait automatiquement, eh bien, il est devant un obstacle infranchissable, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité. Oui. Et donc, c'est un... Et alors, vous savez, quand les Français demandaient, certains politiques disaient, il faudrait mettre la proportionnelle. Eh bien, nous sommes dans une constitution qui a besoin d'une majorité solide pour pouvoir gouverner. Voilà. Et donc, là, les Français ont donné une forme de proportionnelle avec le mode de scrutin ancien. Et on arrive aujourd'hui à ces blocages. Et le président ne maîtrise pas sa propre majorité, puisqu'à Renaissance, il y a deux clans. Il y a l'aile gauche et l'aile droite, les en même temps. Et on voit aussi les limites de sa théorie de l'en même temps. Oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Et je ne sais pas comment il va se sortir de ce piège, lui, pour l'instant. Mais ça peut continuer comme ça, dans une espèce de flou où plus grand-chose sera voté. Il y a quand même eu des projets qui sont votés parce que Mme Borne, quand même, reçoit tous les présidents de groupe pour des textes qui sont passés et qui ont pu être votés sans 49.3. Mais là... On est arrivé au bout de l'exercice. Oui, le vote d'une motion de rejet à la fois par l'extrême gauche, la NUP, voilà, les Insoumis et puis le Rassemblement national, c'est une rupture, ça, quand même. Même si ça ne constitue pas sur Emmanuel Macron une majorité de rechange. Dans tous les cas, c'est inédit. C'est la première fois que ça arrive, surtout une motion de rejet présentée par les écologistes qui est votée par les deux extrêmes du Parlement, quoi. Donc ça veut dire que les Français veulent que l'on prenne des mesures maintenant très, très restrictives pour l'immigration. Le Sénat a fait une mouture qui déjà allait dans le bon sens, mais pour les LR, à l'Assemblée, on voit bien, et ils n'ont pas tort, c'est que si la France veut reprendre la maîtrise de l'immigration, il faut que la loi nationale prise sur la loi européenne. Bon, bien là, déjà, les Allemands, eh bien, dans le fond, après avoir accueilli 1 million de réfugiés, Mme Merkel, là, maintenant, ils ont fermé les portes, il n'en est plus question, ils décident. Donc, ils n'appliquent pas les... Donc, il faut aussi que les Français puissent le faire, le gouvernement, mais avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et puis après la Cour... Vous voyez, tous les juges, et puis la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, les migrants qui viennent de manière illégale, eh bien, avec tous ces recours, eh bien, finalement, ils restent et ne partent plus. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faudrait revoir la Constitution, et le LR n'a pas tort de le dire. Oui, mais alors, ça veut dire que derrière, peut-être, les Français veulent cette loi. Apparemment, ils y étaient favorables, mais peut-être elle va arriver durcie et au risque de briser finalement la majorité même autour d'Emmanuel Macron, sa propre majorité. Ben oui, voilà. Mais alors, on va voir. Moi, je ne sais pas comment, puisqu'on aura les... Il faut attendre risque de dissolution, de nouvelles élections législatives. Mais il n'y aura pas de dissolution. Le président l'exclut. Je veux dire, il y aura peut-être un remaniement en janvier, ce qui ne résoudra pas grand-chose non plus, vous voyez. Non, je ne sais pas comment on va sortir de cette crise-là et si on va arriver à un compromis. Et un compromis, il ne faut pas confondre compromis et compromission. En tous les cas, certains confondent un peu les choses. Il va bien falloir qu'en adulte, l'hémicycle arrive, enfin les deux assemblées arrivent à un compromis. C'est-à-dire que... Voilà. Mais il n'y a pas, comme le dit Emmanuel Macron, de majorité de substitution. C'est-à-dire que demain, Jordan Bardella, qui a proposé à la radio de devenir éventuellement Premier ministre, s'il a une majorité... Il va un peu vite en besogne. D'abord, ça implique une dissolution, qu'après la dissolution, le Rassemblement national soit encore plus gros en nombre de députés qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui est déjà bon.
Et puis après, éventuellement, lui ferait don de sa personne. Vous voyez, à 28 ans, c'est un jeune homme valeureux. Mais enfin là, peut-être qu'il se raconte des histoires. Mais enfin, on voit que l'ambition est là, qu'il va vite, qu'il court vite. Jordan Bardella, qui va sûrement faire le meilleur score aux élections européennes. Et après, eh bien, l'ambition, eh bien, il y aura aussi son face-à-face, enfin son côte-à-côte avec Marine Le Pen, qui se terminera d'ici 3 ans. On ne sait pas comment. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, au fond, vous dites peut-être une rivalité l'un ou l'autre. En tous les cas, la rivalité, après une déclaration comme ça, on sent bien que la rivalité est en train de faire son chemin. Ouais. Oui, oui, et ça veut dire quand même, selon beaucoup d'observateurs, que à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche, finalement, en voulant abattre la majorité d'Emmanuel Macron, creusent le lit de la victoire prochaine de Marine Le Pen. Ben oui, c'est ce qu'on dit dans les sondages, oui. C'est ce qui se dit. Ben oui, puisque de fait, et LR et le Parti socialiste sont effacés et ne sont ni l'un ni l'autre ne sont plus une marque. Voilà. Oui. Oui, dans ce livre, plein de rencontres absolument géniales. J'adore Catherine Ney parce que ce sont des portraits. Alors là, on voyait Marine Le Pen, mais vous rencontrez son père, vous rencontrez Jean-Marie Le Pen. Ce sont des chroniques qui ont été publiées dans le journal du dimanche. Bon, par exemple, Pierre Brochand, ancien patron de la DGSE. Donc, vous êtes au cœur, finalement, dans ces rencontres de l'actualité. Par exemple, Pierre Brochand vous dit il y a un véritable choc lié à l'immigration aujourd'hui et il dresse un constat terrifiant. Oui, parce qu'il a une expérience à la fois, il a été ambassadeur dans plusieurs pays, et surtout dans l'Extrême-Orient et tout ça, et aussi au Maghreb. Et il voit bien qu'une trop grande hétérogénéité de population fait qu'il n'y a plus d'unité nationale et que c'est très difficile, passer un certain seuil, de faire nation quand il y a trop de migrants qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, et que c'est pratiquement impossible, et donc il faut réguler. Oui. Il dit que c'est impossible. Alors, mais il dit que c'est impossible si on ne change pas la Constitution et si la France ne reprend pas la maîtrise de sa politique migratoire. Oui. Voilà. Oui. Vous rencontrez... Mais ce qui est très difficile aussi, vous voyez bien que les migrants qui arrivent par bateau de partout et qu'on va sauver, mais ça veut dire que les bateaux qui sont en Méditerranée, ils sont de mèche finalement avec les passeurs, parce que les passeurs, lorsqu'ils voient les bateaux, ils envoient leurs canots et comme ça, et après on les amène, parce que c'est le droit de la mer qu'il faudrait peut-être revoir aussi, en raison de... Donc, et quand ils arrivent en Italie, comme la plupart sont issus de l'Afrique francophone, ils viennent en France parce que d'abord, et puis comme ils le disent, on sait que les prestations sociales sont meilleures qu'ailleurs. Vous voyez, et donc après, on leur donne un billet de train et puis on les envoie à l'Italie, parce que l'Italie est très très peu de migrants veulent s'installer en Italie. Ils veulent soit partir en Angleterre, soit venir en France, mais la France, voilà. Oui, et que ce qu'on pensait être éventuellement un atout, le français, va devenir aussi un handicap, puisque tous ces Africains qui seront, je ne sais pas, combien, je crois, le continent le plus peuplé d'ici 10 ans, c'est vrai que leur grand nombre va faire que beaucoup seront poussés vers l'immigration. Oui. Alors, je disais, ce sont des portraits. Donc, vous parlez Jean-Marie Le Pen, mais au fond, ce qui est fascinant, c'est que ce sont des portraits, vous vous dites, au fond, ces personnages, y compris Le Pen d'ailleurs, représentent, au fond, à l'orée de leur existence, une part aussi de l'histoire politique. Mais parce que j'ai choisi, vous voyez, des gens qui avaient de l'expérience. Parce que l'expérience, ça ne s'apprend pas. L'expérience, ça se vit. Et tous ceux que j'ai choisis, avaient d'abord eu plusieurs vies. Ont écrit, ont un passé qui fait que ils ont une réflexion sur le monde, sur la France, et qui est très riche. Et aujourd'hui, ces gens-là, comme Édouard Balladur, mais comme Roland Dumas, l'amiral de Gaulle, ils ont l'histoire avec eux, vous voyez. Donc, et ce sont des gens qu'il faut aller voir, il faut les faire parler, parce que on sent bien que le moule est cassé, que quelque chose, et qu'il faut profiter de leurs paroles. Voyez. Oui. Un mot, Roland Dumas, vous allez le rencontrer, il a plus de 100 ans maintenant. Oui. Et d'ailleurs,
pleine vie, puisque une jeune femme vous ouvre la porte et il vous dit c'est ma compagne. C'est ma compagne, elle était russe. Et à l'époque, c'était au début, quand je suis allée le voir, et c'était tout à fait au début de la guerre en Ukraine. Et la personne qui travaillait chez eux était ukrainienne. Alors j'ai dit, elles doivent pleurer. Il m'avait dit, elle se lamente, elle se lamente. Parce que, en plus, la jeune femme qui est sa compagne a un frère en Russie qui est industriel, et ils ne peuvent pas vraiment se parler parce qu'il y a des mots, ils sont écoutés, et elle pourrait, en parlant librement à son frère, elle pourrait le faire remarquer des autorités qui contrôlent tout. Et donc, c'est très, très difficile. Voilà, donc Mais lui, Roland Dumas, c'était à la fois le compagnon de François Mitterrand pour parler d'une conversation favorite qui était sur les femmes. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, il raconte comment François Mitterrand... C'était deux grands séducteurs qui, à une époque où être un séducteur était plutôt une chose non seulement acceptée dans le milieu politique, mais qui peut-être même rehaussait le prestige des hommes. Voilà. Tandis que maintenant, aujourd'hui, c'est là où vous voyez qu'on a changé d'époque et que ces sujets-là ne peuvent absolument plus être abordés. Aujourd'hui, François Mitterrand serait banni sur ce plan-là, ou Roland Dumas. Oui, il est le dernier président qui a pu avoir une vie privée, protégée, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces journaux People, il n'y avait pas tout... Et donc, il était à peu près libre de mener cette vie à sa guise, vous voyez. Et on ne pouvait pas photographier, on ne pouvait pas s'approcher de l'endroit où il abritait sa deuxième famille. Et pendant longtemps, il y avait un consensus, même des journalistes, pour respecter cette vie privée, qui était quand même, dans son cas, plurielle, pas seulement double, vous voyez. Et c'était comme ça. Et c'est pour dire à quel point on a changé d'époque. Donc tous ces gens que j'ai interviewés, eux aussi, sont des anciens et qui sont presque des diplodocus aujourd'hui, qui vont le devenir par rapport à ce qu'est la mentalité et de la génération d'aujourd'hui. Oui, un portrait saisissant de l'amiral Philippe de Gaulle, du fils du général, que vous rencontrez à l'Hôtel des Invalides. Il a sa chambre dans cette institution pour les anciens militaires. Mais oui, comme il dit, comme je suis Grand Croix, j'aurai une messe aux Invalides, je suis à côté de la basilique. Comme ça, il n'y aura pas à faire un long chemin. Et là, c'est quelqu'un qui vit avec ses souvenirs, il a l'histoire en lui, il écrit pour ses petits-enfants. Il est quand même celui qui, à la mort du général, a lui-même composé tous les carnets. C'est lui qui a qui a fait que tous les écrits du général de Gaulle ont été publiés. Il a dit, j'étais le seul à pouvoir le faire. Voilà, mais un père un peu dur, il le dit. Mais le père, oui, mais je crois que ce dont il a le plus souffert, c'est de la dureté de sa mère, d'Yvonne, qui n'était absolument pas maternelle et qu'il était encore moins avec ses fils qu'avec ses deux filles. Enfin, donc, elle avait ce fardeau de cet enfant handicapé qui a sûrement pesé très lourd, y compris dans le couple, et qui était à la fois un ciment. Enfin, mais lui, il dit, je suis parti à la guerre. Mais il a fait des choses très valeureuses. Il a d'ailleurs eu la croix de guerre. Mais quand il est rentré, son père lui a pas demandé ce qu'il avait fait. Vous voyez, et comme il aurait pu être compagnon de la Libération, puisqu'il a été le premier à rallier son père, et son père n'a pas voulu parce que népotisme. Alors que, je disais, ce qui est extraordinaire, vous voyez, aujourd'hui, tous les compagnons de la Libération sont morts. Il serait le seul survivant. Et dans ce cas-là, il serait celui qui aurait été enterré dans la crypte au Mont Valérien. C'est extraordinaire. Bon. Et quand je lui disais ça, il dit que lui, il tenait au contraire à être enterré à Colombey, pas à côté de ses parents et avec sa femme qui est déjà enterrée. Voilà. Il a un regard sur... mais enfin, il est à la fois très désabusé, il dit des choses sur le monde, comme ça, il lâche des choses, comme ça, il a plein d'humour, vous voyez.
Mais enfin, il dit que vraiment être le fils du général de Gaulle, ça a été sûrement quelque chose de pénible pour lui, parce qu'il dit, moi j'ai fait la guerre, personne ne le dit, moi j'ai fait des choses, voilà, j'ai pas eu droit comme d'autres, et en plus on m'a toujours pris pour un con. Et c'est vrai qu'il était très moqué, dans le Canard enchaîné, on l'appelait Sostène, d'ailleurs j'ai jamais su pourquoi. Enfin, ça voulait être désobligeant, quoi. On se moquait de lui, et il en a souffert, et puis là maintenant il est retiré dans ses pensées, voilà. C'est ça. Et Madame Macron, qui vient souvent visiter les hôpitaux, puisqu'elle a succédé à Bernadette Chirac à la présidence de la HPSP, je ne sais plus comment on dit, voilà. En tous les cas, quand elle vient aux Invalides, elle va toujours le voir. Oui, mais vous décrivez, c'est ça, mais dans un réfectoire tout seul le soir, avec une décoration sinistre. Il est avec trois, c'est un hôpital avec militaire, des gens extrêmement avec malades. Des gens, il est à table avec des commensaux qui sont des hommes. Pas une fin de vie très, très joyeuse. Oui, mais enfin, avant, il était dans une maison de retraite à Neuilly, où il jouait au bridge avec des dames, mais comme il m'avait dit, il me le dit, il me dit, mais vous savez, les femmes ne mangent que des compotes et des petits beurres, alors qu'ici, il y a des saucisses. C'est ça. Plein de portraits dans ce bouquin, Catherine, c'est formidable. Tiens, Gérard Larcher, récemment, l'actu nous a entendu dire, le président du Sénat qui a dit à Jean-Luc Mélenchon, ferme ta gueule, mais vous nous apprenez qu'en fait, il est coutumier de ça. C'est quelqu'un qui a son... Enfin, ferme ta gueule, non, mais il dit ce qu'il pense. D'ailleurs, il avait dit pendant la campagne que si le président ne faisait pas plus campagne, il serait illégitime. Alors tout le monde avait ôté des recréés. Alors évidemment, puisqu'il a été réélu, il est légitime. Il est légitime jusqu'à la fin de son mandat de 5 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que ce privant, il a été élu sans le mériter. C'est parce que les Français n'ont pas voulu des autres. Il faut bien voir ce qui est. Il a été réélu. Mais n'ayant pas demandé, vraiment dit son programme, parce qu'on ne l'a pas entendu, il a dû faire un discours, pas plus. Il a annoncé la retraite à 65 ans, après avoir dit dans le quinquennat précédent qu'il ne voulait pas agir sur l'âge. Bon, il a changé d'avis. Et donc, en plus, il n'a pas fait campagne pour les législatives. Alors, il n'a pas fait son discours de Verdun, comme avait fait Giscard, alors que tout le monde lui demandait de le faire. Et donc là, il est d'une certaine manière, sans majorité, il est légitime, mais sans pouvoir faire adopter sa légitimité, la mettre en œuvre, voyez. Parce que sur des grands projets comme l'immigration, qui est demandé à tout le monde, qui n'arrive pas à mettre que des gens, et sa majorité, enfin sa courte majorité à l'Assemblée et le Sénat se mettent d'accord, mais oui, c'est un échec pour tout le monde d'ailleurs. Oui, mais c'est un échec personnel aussi. Un échec personnel, oui, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait au moment où il aurait fallu qu'il le fasse, c'est-à-dire faire campagne, dire aux Français, et alors que c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, qui parle tous les jours, mais on finit par ne plus écouter ce qu'il dit, parce qu'il y a une surenchère de mots qui fait qu'on est enseveli par les mots. On ne voit plus très bien où est sa boussole. Oui, vous voyez comment cette fin de quinquennat, alors qu'il ne pourra pas se représenter. Non, il ne pourra pas se représenter. Et d'ailleurs, quand il quittera Matignon, quand il quittera l'Élysée, il sera quand même plus jeune que tous les candidats qui se présenteront à sa suite, sauf évidemment si c'est Bardella. Vous voyez, et donc, voilà, mais enfin, il aura fait 10 ans de quinquennat. Oui, et portrait d'Édouard Philippe aussi dans ce bouquin, oui. Parmi évidemment d'autres. Et donc vous décrivez ce personnage dont on dit qu'il pourrait. Il a les sondages pour lui, mais tout reste à faire. Hein. Et comme disait un de ses amis qui ne lui veut pas forcément du bien, il dit quand on s'appelle Horizon, on choisit de s'appeler Horizon, on voit bien que l'horizon, plus on s'en approche, plus elle s'éloigne. Oui. Donc, enfin, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est lui que les sondages regardent avec l'œil de Chimène, voilà. Oui, Édouard Balladur. Oui. Vous le rencontrez aussi dans son appartement, vous dites 4e étage, près du Trocadéro. Un appartement proustien. Oui, avec, vous dites un peu défraîchi, la moquette. Parce que vous décrivez un peu l'ambiance. Non, mais c'est d'une décoration un peu qui se veut rothschildien, un peu du temps jadis, en étant plus simple tout de même, voilà. Et
dans lequel il dit toujours très élégant, il dit des choses subtiles, et c'est quelqu'un que les Français ne s'appropriaient pas parce qu'il était peut-être trop subtil, trop hautain. Ça, on l'avait, voilà. Mais c'est quand même un homme d'une intelligence incroyable, qu'on vient toujours voir, solliciter, et qui connaît l'histoire. La dent un peu dure sur Macron. Mais sur tout le monde, c'est ça aussi qui est agréable d'aller le voir, c'est parce qu'il dit ce qu'il pense. Mais il a un jugement qui est nourri par une connaissance historique de la France qui est exceptionnelle, vous voyez. Et je crois qu'il a toujours dit que quelqu'un qui veut gouverner la France doit connaître l'histoire de France, vous voyez, pour toutes les crises, parce que dans le fond, il y a plein de choses quand on étudie l'histoire de France, on s'aperçoit à la fois combien cette population évolue, les populations françaises, et qu'il y a toujours les mêmes réflexes, et dans le fond, des crises qui se répètent sur des modes différents, mais vous voyez, toujours les mêmes. Et l'âme française est toujours là. Oui, il y a plein de portraits. Alain Boer, le criminologue, on découvre beaucoup de choses sur ce personnage. Il est omniscient, il sait tout sur tout. Extrêmement informé de tout. De tout. Oui. Alors, Georges Lain, qui nous a quittés. Ah oui. Vous voyez ce qui était terrible. Vous le rencontrez, et alors c'est celui qui était chargé des travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Oui. Et au moment de vous quitter, il vous dit: je pars faire de la marche. Dans mes Pyrénées ariégeoises. Mais oui, c'est ce qu'il faisait tous les. Et il en est mort. Mais il a glissé. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait 2 portraits d'Hélène Carrère d'Ancos et de lui. Et ils sont morts tous les 2 à 15 jours d'intervalle au mois d'août, vous voyez. Et là, ça a été... Moi, pour le général Georges Lain, cette mort brutale m'a beaucoup affectée, Hélène aussi, quoi. Mais Hélène, on voyait bien qu'elle était au bout du rouleau. Mais le général était dans toute sa force, avec une autorité naturelle. Ça a d'ailleurs surpris, cet accident a suscité parfois des commentaires de certains disant c'est pas clair. Oui, mais enfin, il y a des comploteurs partout, non? Je crois que c'est un accident banal dans une montagne qui, il faut le dire, avec le réchauffement climatique, devient de plus en plus dangereuse. Parce que, vous savez, la réverbération continue du soleil sur le chauffer des soleils, ça fait qu'on a l'impression de marcher sur une patinoire, sur les graviers, vous voyez. Alors il suffit d'un faux pas, d'un truc, Oui, beaucoup de choses dans ce livre qui vous ressemblent, Catherine. Oui, des secrets de vie. Mais au fond, vous allez chercher ces secrets un peu comme ça, avec cette passion qui vous anime depuis toujours, au fond, de comprendre. Oui, mais moi je crois que tous ces personnages, vous voyez, il y en a encore quelques-uns, d'ailleurs pas beaucoup, il faut s'empresser d'aller les voir parce que ce sont des témoignages formidables. Mais c'est compliqué, une âme humaine, comprendre. Par exemple, si on dit, tiens, Emmanuel Macron, qui est-il vraiment? Est-ce qu'on peut percer le secret un jour de ce qui fait un personnage comme ça? Il faut se mettre au travail. Comme vous dites, il est compliqué. On le connaît bien, Emmanuel Macron? Non, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On voit l'apparence d'un homme qui a une ductilité intellectuelle sûrement hors norme, qui travaille tout le temps et qui est un peu hors sol, quoi. Qui parle à la fois, puisqu'il parle tous les jours, mais sur le même ton, aussi bien de la gratuité du préservatif que sur la réforme comme une réforme constitutionnelle, qu'il ne fera pas d'ailleurs, que sur les référendums. Et alors, il y a un tourbillon de mots, vous voyez, et on est perdu. Oui. Vous dites, enfin, un tourbillon, on veut dire quoi? Qu'il n'y a rien à la fin? Il y a des discours, et puis le reste suit moyennement, oui. Et la faute à qui? À sa personnalité? Manque d'autorité? La faute à... Parce qu'on dit quand on demande de l'autorité, l'autorité, c'est un... Vous voyez, Gabriel Attal, qui en ce moment est populaire parce qu'il dit des choses fortes qui font qu'il y a l'autorité. Bon, maintenant, il vient de présenter un programme qui va secouer un petit peu le monde de l'éducation. Mais là, les professeurs lui ont déjà répondu. Dans les IUFM, on forme des maîtres pour dire vous êtes la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'en classe, vous êtes chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, avec les manuels que vous voulez. Donc on peut toujours dire, employer la méthode syllabique pour lire. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas le faire. Alors comment on fait pour leur imposer ça, voyez? Oui.
Ça veut dire une difficulté de la politique en général, c'est-à-dire l'impuissance politique. Non, mais l'impuissance politique face au mammouth, qui est un monde à part, et qui, et qui pense que les enfants, pour éloigner les enfants des familles, et que les enfants, c'est leur, ils en deviennent presque propriétaires. Enfin, c'est difficile aujourd'hui, parce que les classes sont... Et surtout l'autorité, enfin ils n'ont plus beaucoup d'autorité. Et vous voyez, le PISA, l'enquête PISA a montré que de tous les pays où il y a une chute partout, parce que c'est dû au Covid. Les Allemands, ils ont fermé les écoles pendant 2 ans, donc ça a été très préjudiciable aux enfants. Mais surtout en France, on voit que pour faire des cours, il y a un tel chahut, le maître a tellement de mal à instaurer un peu le calme pour faire ses cours, qu'en général, il fait la moitié de son cours et encore pas toujours, vous voyez. Et ça, donc c'est un problème d'autorité. Ça, comment restaurer ça? Mais vous voyez, dans tous les... Voilà, dans tous les... On pourrait presque dire que Emmanuel Macron est le président et que la France, c'est comme une salle de classe, c'est ingouvernable. C'est ingouvernable, oui. Oui, vous dites que la France est ingouvernable. C'est très difficile, oui. Très, très difficile. D'ailleurs, pour le successeur aussi, ça sera difficile. Et derrière, il y a quoi derrière, le risque, c'est quoi? Le risque, est-ce que vous voulez que je vous dise, on sera toujours là, je veux dire, mais peut-être dans un mauvais état. Non, mais là, si on ne... Si risque on ne de guerre pas, civile, disent certains, oui. Je veux dire, en tous les cas, il faut stopper l'arrivée des migrants, ça c'est sûr. Parce que si on veut s'occuper de ceux qui vont rester là un certain temps, si on veut, je veux dire, c'est une solution. Voilà, on ne voit pas la solution. Merci Catherine. Catherine Ney, c'est des secrets de vie. À l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandise. Aux éditions bouquins, ce sont des documents incroyables et des portraits absolument sidérants. Et avec votre plume et votre regard qu'on aime. Catherine Ney était notre invitée. Merci beaucoup.